Je le disais dans une capsule précédente, la saison 5 est placée sous le signe de la communauté. Claire et Jamie sont installés en Caroline du Nord depuis la saison 4 et ont bâti leur foyer en s'entourant d'une communauté de colons. Sur la suggestion de Fanny Alice, je vais me pencher aujourd'hui sur la colonie de Caroline à la fin des années 1770, ce qui correspond à la période couverte par les saisons 4, 5, 6 et même 7. Pour dresser l'état des lieux de cet état du nord de l'Amérique, je me suis documentée sur le net et j'ai écouté un podcast dans lequel était interrogé un historien vivant en Caroline du Nord et spécialiste de la période du XVIIIe siècle. Et je vous informe que le site d'Inafage Sassenard héberge plusieurs articles très détaillés sur la période historique couverte par la saga, et vous aurez de quoi largement compléter ma capsule qui n'a pas vocation à être exhaustive ou à faire un cours d'histoire, mais simplement à éveiller votre curiosité. Nous sommes à J-18 de la saison 7 et le théâtre de certaines actions vont se situer à des milliers de kilomètres de la Caroline. Alors profitons de ces capsules de la saison 5 pour en découvrir un peu plus sur le contexte historique de cette colonie. Quel type de personnes allaient en Caroline à cette époque? Donc quand je dis les Carolines, c'est Caroline du Sud et du Nord. Il faut savoir que les Carolines n'étaient pas vraiment faciles d'accès. L'accès par l'océan était notamment compliqué pour les bateaux. Et c'est surtout à partir des années 1730 que les colons européens ont afflué. Un peu plus tard, les Highlanders écossais débarquaient souvent le long du fleuve Cap Fear, la majorité à Wilmington, que l'on connaît dans la série, et de là, ils entraient un peu plus dans les terres pour s'établir. Ils pouvaient notamment continuer à naviguer sur le fleuve sur des embarcations plus petites et atteindre Fayetteville, qui est sur ce fleuve, mais un peu plus dans les terres. Les paysages de Caroline étaient surtout dominés par de larges forêts de pins. Alors pas les pins que l'on connaît chez nous. Les premiers explorateurs européens ont su qu'ils avaient trouvé quelque chose de très précieux lorsqu'ils ont débarqué en Caroline du Nord. En effet, ces pins ont de longues feuilles et des longs troncs maigres imposants d'une hauteur de plus de 100 mètres. Ces pins à longues feuilles promettaient des ressources abondantes pour une époque basée essentiellement sur la navigation. Les forêts de pins à longues feuilles ou feuilles longues soutenaient l'économie de la construction navale de la Caroline, qui était vitale pour les intérêts de la marine britannique. Ces pins fournissaient plusieurs éléments essentiels. Le goudron de pin, un liquide visqueux utilisé pour fixer les mâts et les voiles, et la poix ou goudron bouilli, qui peut être chauffée et peinte sur les coques des bateaux pour les imperméabiliser. Et les grands troncs permettaient de faire les mâts des navires. Vers la fin du XVIIIe siècle, les tensions liées aux restrictions commerciales britanniques et au contrôle des prix des provisions navales ont alimenté les conflits entre les colons et la couronne. Alors comment les colons européens ont-ils été accueillis par les natifs? Car évidemment, les terres de Caroline étaient occupées par des habitants, et on va les appeler les natifs, les appeler les Indiens, mais c'est désormais un peu plus péjoratif. On retrouvait notamment des tribus Cherokees dans les hauteurs. Ils exploitaient des champs près des rivières et vivaient de la chasse. Et l'arrivée des colons pouvait être vécue comme une intrusion, mais dès lors qu'il y avait du troc à faire, ça pouvait plutôt bien se passer. Ils étaient tout de même plutôt hospitaliers. Les Mohawks, que l'on voit aussi dans la série, étaient eux des tribus qui vivaient plutôt au nord, mais qui étaient très mobiles. Ils faisaient de longs trajets justement pour le commerce. Les Tuscarora, que l'on a dans la série aussi, ou plutôt dans les livres, étaient également accueillants car intéressés par le commerce. Ils convoitaient surtout les armes, essentiellement pour la chasse, mais aussi comme moyen de défense, comme on a pu le voir dans la saison 4 et dans les épisodes où Jamie rencontre le chef oiseau. Mais les Anglais ont capturé certaines personnes de cette tribu pour servir d'esclaves, et notamment pour l'exploitation des pins, dont je viens de parler, ou des rizières. Qu'en était-il au niveau des maladies importées par les colons? Beaucoup des natifs sont morts au XVIIIe siècle. La rougeole, la variole n'existaient pas du tout avant l'arrivée des Européens. Et les natifs n'avaient pas les moyens de soigner ces maladies totalement inconnues d'eux. Et c'est un point qui n'a pas du tout été effleuré dans Outlander, dans la saison 4 par exemple. Ou alors, de manière assez timide, dans l'épisode Les Sauvages, quand on voit que... mais c'était plutôt à l'inverse en fait, donc pas très très abordé. Les questions des alliances n'étaient pas faciles à trancher pour ces natifs. Les tribus ne partageaient pas toutes le même avis et chacune décidait de son allégeance. Chacune trouvait en fait ses propres intérêts. Et bien que non approfondi, c'est un thème qui a été un peu évoqué dans la saison 6, dans l'épisode où Jamie rend visite au chef oiseau et où il lui prodigue d'ailleurs ce conseil de plutôt se battre pour eux-mêmes.
Pourquoi la Caroline du Nord a vu tant d'Écossais s'établir sur ses terres? C'est vrai que c'est une bonne question. Et c'est surtout à partir des années 1735 et 1740 que l'afflux d'Écossais a été perceptible, parce qu'en fait, le gouverneur de la Caroline du Nord était un Écossais des Lowlands. Et ses connexions avec l'Écosse, ses appels répétés aux Écossais à venir s'installer ici, et ses relations permettaient de drainer ces flux de migrants. Il a fait en sorte de leur proposer des terres à bas prix et de faire voter des exemptions de taxes. Autre phénomène qui a accentué ces flux migratoires, c'est la notion de clan, de regroupement. Et puis, un peu plus tard, la rébellion jacobite. On peut souligner aussi la question de la religion. La plupart des colons écossais étaient presbytériens. Et ça, on le perçoit et on le sent du doigt, même si ce n'est pas la religion des Fraser, de Jamie. Et donc, ces presbytériens venaient volontiers s'établir dans un État où leur religion était parfaitement tolérée. D'ailleurs, quand on demande à l'historien qui était interviewé dans le podcast que j'ai écouté quelle est l'influence de cette époque écossaise en Caroline, il répond que la seule chose qui demeure selon lui, c'est la forte proportion de gens qui sont presbytériens. Et tout le reste est du domaine de l'attrait touristique et du mythe. Donc ce festival écossais dont j'ai parlé dans une capsule pour la saison 4 dans les Grandfather Mountain, voilà, c'est plus de l'anecdote, du domaine de l'anecdote. Comment étaient les relations entre les Anglais et les Écossais? On le sait, ils ne s'aimaient pas, mais les relations étaient sans doute meilleures à la fin du XVIIIe siècle du fait de la guerre contre les Français pour lesquels ils s'étaient alliés. Donc cette guerre indo-française, justement pour la conquête des territoires, a fait que les Anglais et les Écossais s'étaient alliés contre les Français et les Indiens. Mais le Nouveau Monde les a en quelque sorte unifiés. L'enjeu, c'est qui allait contrôler le nord de l'Amérique, entre les Français et les Britanniques. Quel a été le rôle de la Caroline du Nord dans la guerre d'indépendance? En 1775, donc dans les prémices de cette guerre, la guerre avait commencé, beaucoup de milices de colons, en fait, attaquent les Anglais. Il y a un rejet violent du joug britannique par certaines personnes qui occupent la Caroline. Il faut néanmoins noter la grande division parmi les gens des Carolines. Un tiers était ouvertement loyaliste, un tiers ouvertement rebelle, et un tiers, on va dire, plutôt neutre, ne prenait pas parti. Les Écossais des Highlands étaient plutôt des rebelles, et en cela, la saga est plutôt fidèle à la réalité historique. On peut retenir qu'il y a un grand sentiment d'identité parmi la communauté des colons écossais. La réminiscence, j'en parlais, est ce festival écossais à Grandfather Mountain auquel assistent Brianna et Roger au début des années 70. Voilà pour les quelques informations historiques. Demain, je m'intéresserai à un autre élément de la culture écossaise. Un indice? Allez, je vous le fais. Juste pour être sûr, est-ce que vous êtes bien abonné à ma chaîne? Alors si c'est pas le cas, c'est très simple. Il y a un bouton là juste en dessous, il suffit de cliquer. Et en attendant, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.